Avez-vous déjà remarqué comme depuis la nuit des temps, depuis tout temps, depuis le début même, comment la communication a quelque chose de très précis. En fait, elle prône une grosse importance dans la vie de tous les jours. C'est fou comme depuis les débuts, on a toujours eu besoin de communiquer quoi qu'il arrive. Que ça a été par de la danse, que ça a été par des dessins, des hiéroglyphes, que ça a été par la communication au niveau de la parole, au niveau du non-verbal. Toute cette communication-là a fait en sorte de pouvoir déjà survivre, de pouvoir vivre, de pouvoir échanger des choses. Au début, le savoir était transmis par la voix, par la parole. Mais comment cette communication-là, qui est quelque chose, je ne veux pas dire d'inné, ça c'est une croyance, mais c'est une théorie que apparemment l'homme est né et a déjà des gènes en lui, comme quoi il est porté à parler, quoi qu'il arrive. C'est une croyance qui a été, enfin une théorie qui a été émise, je ne sais plus c'était par qui, par quel chercheur. Je trouvais ça très intéressant. Je ne sais pas encore creusé là-dedans, on verra. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question sur cette communication-là? Comment ça se fait? Imaginez vraiment, depuis le tout début, on n'a que fait ça. Et cette communication-là nous a permis de bien des choses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la façon dont vous communiquez même à vous-même change en fait la perception de ce que vous voyez du monde extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, la façon dont vous vous parlez, et comment juste en modifiant la façon dont vous vous parlez, change votre vision d'une situation, peut-être à l'extérieur, d'une situation même de l'intérieur de vous. Comment cette communication-là peut vous influencer, mais aussi influencer les autres. Comment juste avec la communication, on peut diriger une discussion, diriger un état d'être, et au contraire s'en écarter. Mais regardez, depuis la nuit des temps, on a ça depuis le tout début. Depuis l'enfant qui est à peine en conception, qui est dans le ventre de sa mère, et que la maman le communique par ses émotions déjà, par ce chant encore inexpliqué, mais qu'on peut le mesurer, par ses réactions chimiques, ça reste de la communication. Puis il y a ce bébé qui commence à naître, et là, il y a tout un monde de communication qui s'offre à lui. Mais lui, il commence à communiquer aussi. Que ce soit par des cris pour dire j'ai faim, pour avoir le sein de sa mère, que ce soit par des hurlements, des gémissements pour dire change-moi ma couche, je suis sale, change-moi. Que ce soit par des gémissements, des mouvements pour dire j'en ai marre d'être tenu, je veux me reposer, je veux être couché. Tout ça reste de la communication. Comment il a appris tout ça? Comment il a su tout ça? Et encore, je ne vais pas rentrer dans les détails que dès qu'il naît, il reçoit une multitude de communications de l'extérieur, au niveau verbal, au niveau non verbal, de ce que les parents et puis les voisins, voisines, la famille, les cousins, cousines lui apportent. C'est une éponge à ce moment-là. Ce petit enfant-là, il commence à grandir un peu. Et à l'âge de 3-4 ans, alors là, moi j'ai une croyance que je vous donne comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est simplement une croyance, mais je pense qu'à l'âge de 3-4 ans, ça devient un expert de la communication. Cet enfant-là sait exactement à quelle intonation il doit avoir, pour influencer telle personne ou telle personne. Il ne va pas parler de la même manière à sa maman qu'à son papa. Il ne va pas parler de la même manière, il ne va pas avoir la même gestuelle avec son cousin, son neveu, son ami, ou son oncle, ou son frère, ou sa sœur. Il sait exactement comment manipuler sa maman pour avoir ce qu'il veut. Et il sait exactement comment se faire comprendre lorsqu'il ne veut pas quelque chose. Tout ça relève de la survie exactement. C'est que il apprend très très vite les réactions émotionnelles, les réactions non verbales, pour qu'il puisse avoir des choses qui le satisfait à lui. Pourquoi? Parce que son cerveau, quand il dit ça me satisfait, donc c'est bon pour moi. Mais quand ça ne le satisfait pas, c'est le danger finalement.
Donc il raisonne par survie. Mais qu'est-ce qui fait que sa communication, c'est quelque chose de très affiné? C'est comme un couteau qui est très aiguisé. Pour moi, c'est un expert de la communication à ce moment-là. Bien sûr, c'est une éponge, il prend tout. Mais regardez les enfants de 3 à 4 ans dans ces zones-là. Bon, bien sûr, il n'y a pas un âge précis, hein, mais ils savent exactement comment faire. Ils savent exactement comment créer des mises en scène, comment jouer, que ce soit avec un regard tendre, que ce soit avec, vous savez, une parole qui est un peu enfantin, un peu moqueur et en même temps très sincère de « allez, s'il te plaît ». Et on cède. On arrive à très bien céder à leurs caprices. Et on se trouve même des belles excuses pour dire « oh, c'est qu'un enfant, il avait raison, si et ça ». Mais non, il sait très bien ce qu'il fait, lui. Puis cet enfant-là, il grandit encore. Et il arrive à l'école. Alors à l'école, il commence à apprendre certaines choses. Très bien. Mais on commence à le confiner. On commence à lui mettre des cadres. À partir de là, il apprend ce que c'est la règle. Et là, on pourra en parler des règles. Il apprend ce que c'est la restriction, il apprend ce que c'est la discipline. Cet enfant-là commence à apprendre des choses dites bon ou pas bon. Il commence à apprendre le faux, le vrai, enfin des règles hein, du faux et du vrai. Il commence à apprendre à avoir des choses par une récompense, c'est je donne pour avoir une récompense. Il commence aussi à connaître la notion de temps. Avant, il n'avait pas cette notion de temps. Vu qu'il commence à connaître la notion de temps, il commence à apprendre aussi le manque. Alors je ne dis pas que tout ça c'est mal, hein, c'est très très bien. Ça lui permet de grandir et d'être sociable, comme on dit, d'être bien entouré de d'autres personnes, d'être bien au niveau familial aussi, de rentrer dans un monde actif, dans un monde de travail par exemple, et d'être en empathie aussi avec les autres, de faire semblant de se comprendre et d'avoir des dialogues. C'est pas plus mal. Mais cet enfant est aussi beaucoup restreint parce qu'on lui met des règles, on lui met un cadre. Et c'est bizarre parce que justement j'arrive ici et je vois règlement. Je fais je voulais parler de ça et je vois cette affiche-là, je me dis comme j'ai dit avant, je me suis arraché les dreads quand je vois ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Ok, c'est pas grave. Mais de là suscite un paradoxe en fait en lui. Parce que cet enfant il est hyper créatif, il a envie de faire des choses, mais on l'oblige à rester comme ça. En tout cas pendant ses heures de travail. Donc il doit apprendre des choses. Finalement, j'ai l'impression que le mot apprendre aussi devient de plus en plus banal, même moche, lorsqu'il commence à rentrer à l'école. Mais il a toujours cette flamme en lui. Il a toujours ce regard en lui. Puis cet enfant, il grandit encore. À partir de là, il y a quand même une forme de rébellion qui arrive. Il y a quand même cette forme de « ouais, mais non, moi je ne veux pas avoir ces règles-là, moi je veux quand même garder ce que j'avais là depuis tout petit, ce que j'aimais, mes rêves, ma vie, mon intimité, mon monde à moi finalement. » Et je crois qu'il y a un nom qu'on porte là-dedans, c'est l'adolescence. C'est bien ça, non, ce qu'on dit. Quand on dit l'enfant, il devient rebelle, l'enfant, il commence à faire ça, il commence à se rebeller, il veut se donner des actes et tout. Mais c'est super intéressant. Alors, en tant que thérapeute, c'est super intéressant de regarder les jeunes adolescents sortir des lycées. Alors, on voit tout ce qu'ils revendiquent, hein, juste par leur attitude, par leur présence, par leur façon d'être, par qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Et on voit ce système de rébellion qui est que j'ai envie de rentrer dans la vie active, mais il y a quelque chose qui me tire en arrière, qui me dit non, reste encore là, reste dans ce monde imaginaire, dans ce monde où tout est possible, dans ce monde de rêve. Et il y a une autre partie qui dit oui, mais il faut gagner de l'argent, il faut être au travail, il faut faire comme tout le monde. Et il y a ce paradoxe entre les deux. C'est super intéressant, on est tous passés par là. Vous savez, c'était la semaine dernière, j'ai une cliente qui est venue. C'était sa 3e séance. Alors pour sa 3e séance, on ne l'a pas fait au cabinet, on est allé dans un bar. Il faisait beau, il faisait bon et tout, pas comme aujourd'hui. Et on s'est mis dans une terrasse, on a bu un verre ensemble. Alors ouais, je fais des séances atypiques parce que moi je prône que la thérapie devrait sortir des cabinets et qu'elle devrait être n'importe où, même en nature, c'est très bien, c'est très beau comme ça.
Mais d'ailleurs, elle me l'a même dit, elle m'a dit, elle avait fait d'autres séances sur d'autres domaines, elle m'a dit, mais t'es le seul avec qui on peut faire des séances n'importe où et ça me parle et je pars. Ok. On commence à boire un verre ensemble et alors on parle de tout et de rien. Je lui dis, bon, ben alors, qu'est-ce qu'il en est depuis les deux séances qu'on a fait ensemble? Elle me dit, bah tu sais, la deuxième séance, j'étais remonté à 14 ans, quand j'avais 14 ans, à cet âge un peu d'adolescence comme ça. Et elle me dit, il y a quelque chose que je voulais te parler justement de ça. Elle me dit, moi quand j'étais jeune, j'avais pour habitude de plonger dans l'eau et de fermer les yeux et de plonger comme ça. Elle me dit, j'adorais faire ça. Mais pourquoi? Parce que c'était mon monde intérieur. Elle disait, parce que quand je plongeais dans l'eau et que j'étais là avec les yeux fermés, j'entendais plus rien. J'entendais juste le bruit de l'eau, le bruit du coup lorsque je plongeais dedans, et j'étais juste avec moi. Elle me dit, c'était une forme de cette force à l'intérieur de elle qui lui disait, ramène-moi en arrière, ramène-moi dans mon monde. Elle me dit, j'adorais l'eau, j'adore l'eau, et j'adore être dans ce monde-là. Puis quand je ressortais, je me sentais mal et je voulais simplement replonger. Je voudrais que ça dure comme ça. Je lui dis d'accord. Et elle me dit d'un autre côté, il y a cette notion avec ce qu'on a fait nous deux, de vouloir passer le cap, être dans cet adulte, être adulte et pouvoir travailler et puis faire des choses. Alors je rigole un peu et je lui dis ben d'accord, je lui dis mais en même temps c'est quoi l'adulte? Qu'est-ce que c'est l'adulte? Est-ce que c'est travailler? Qu'est-ce que c'est être adulte? Est-ce que c'est être responsable, avoir une famille, avoir des enfants, avoir une maison, avoir tant et tant d'argent? C'est quoi l'adulte? Et finalement, est-ce qu'on est des adultes? Ou est-ce qu'on est juste des grands-enfants? Je ne sais pas. Et là, j'ai été surpris par sa réponse. Et j'adore quand je suis surpris par les réponses de mes patients, clients, ou en tout cas de mes personnes, j'aime bien appeler ça des personnes, que les personnes me disent. Parce que quand je suis surpris de ça, j'en apprends d'eux, et je me dis, waouh, c'est génial, quoi, c'est génial quand on apprend des personnes qui viennent nous voir. Et là, elle me dit une réponse assez atypique, elle me dit, ben, tu sais, la première séance qu'on a fait ensemble, tu m'aurais posé cette question, je t'aurais dit qu'être adulte, c'est tout ce que tu m'as dit. D'accord? Et elle me dit, mais là, depuis les 2 séances qu'on a fait, eh ben, finalement, pour moi, être adulte, c'est une 3e réponse. C'est ni sortir de l'enfant, ni être adulte. Elle me dit, pour moi, être adulte, c'est autre chose. Puis là, elle bifurque sur quelque chose d'autre. Elle me dit, tu sais, je me suis inscrite dans un club de plongée. Je dis, ouais, c'est bien, c'est intéressant. Elle me dit oui, mais elle me dit, dorénavant, quand je saute dans l'eau avec les yeux grands ouverts. Je rentre à l'intérieur et puis je n'ai plus peur de regarder ce qu'il y a. Et finalement, quand elle me dit ça, elle me dit, quand je suis à l'intérieur de moi et que je commence à plonger là-dedans, je vois des choses magnifiques, des nuances de couleurs, différents poissons, différentes formes, mais aussi je vois l'immensité de la chose. Elle me dit, finalement, j'étais tout le temps dedans, sauf que je fermais les yeux. Elle me dit, j'avais juste à ouvrir les yeux. Puis quand j'ai décidé d'ouvrir les yeux, j'ai vu le corail et ses lumières. J'ai vu les poissons et les grands et les petits. J'ai vu un écosystème, une vie à l'intérieur de moi. Une vie qui m'a permis de grandir et d'affiner les choses. Et j'ai trouvé très beau ce qu'elle me dit. Et puis, je veux juste faire rappeler des mots très importants qui me disaient, j'étais tout le temps dedans, seulement j'ai fermé les yeux à un moment donné. Et je crois que c'est ça, parce qu'à partir de là, il y a eu finalement ce bébé-là, ce nouveau-né. Qu'est-ce qui fait que ce bébé a déjà tout en lui? Qu'est-ce qui fait que ce bébé sait déjà communiquer? Si ce n'est simplement juste être là. Et j'aimerais juste vous poser la question de, quand on est simplement là pour l'autre, là avec l'autre, est-ce qu'on communique ou est-ce qu'on est simplement là en accueil ouvert? Parce que finalement, c'est une phrase que j'aime bien en ce moment, c'est la plus grande erreur qu'on a en termes de communication, c'est de croire qu'elle a eu lieu.